Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 11h30, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes, le temps de laisser aux derniers participants inscrits la possibilité de se connecter. Voilà, donc je m'appelle Vincent Guibert, je suis le fondateur du cabinet ACDE Conseil. On est ravi de vous retrouver ici ce matin dans cet espace numérique. Vous le savez, chaque semaine, nous abordons un thème différent dont le traitement nous ramène inéluctablement à des questions de management. D'où ce titre générique, Parlons management. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, celui du stress et plus généralement des risques psychosociaux. Beaucoup de demandes et de formations portent sur la gestion du stress, comment prévenir, comment gérer le stress. Alors en ce qui nous concerne, on préfère mettre l'accent sur la prévention, justement, et notamment sur les comportements, les pratiques de management à mettre en place pour éviter que le stress s'installe et se propage. Voilà, c'est de ça dont on va parler dans cette demi-heure. Vous pouvez intervenir à tout moment et poser des questions via la petite fenêtre de chat là. On y répondra au fur et à mesure ou bien en fin de session. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. En revanche, vous ne me voyez pas, c'est pour des raisons techniques d'économie de bande passante et vous devriez voir l'écran. Alors, pour commencer, deux mots sur notre cabinet. ACDE aujourd'hui, c'est une équipe d'une quinzaine de consultants, à peu près 60-70 clients et 250 projets menés depuis plus de 15 ans que nous existons. Vous trouverez nos références et des exemples de missions sur notre site www.acdeconseil.com. Alors, notre métier, je dirais, c'est de contribuer aux transformations des entreprises, notamment de faire réussir les projets de nos clients, d'aider nos clients à réussir leurs projets et à en pérenniser des acquis grâce à trois composantes. D'une part, des méthodes de management de projet, des solutions numériques performance pour le planning, pour la gestion des projets, pour le reporting, et surtout des pratiques de management qu'on appelle management équitable, dont la vocation est de traiter à parité la performance d'une entité et le facteur humain. On y reviendra. Alors c'est ainsi qu'on intervient en diagnostic, en assistance projet, en conduite du changement, en conseil, en formation, bien évidemment, de managers de proximité ou de managers de projet. On a ainsi, en 15 ans, formé et accompagné plus de 2000 managers et on est référencé Datadoc depuis 2017. Alors, pour les spécialistes, Datadoc, c'est le dispositif de critères qualité qui est issu de la réforme de la formation professionnelle 2014, N-1, donc réforme N-1, sachant que la réforme là, qui vient d'être promulguée en septembre 2018 va pousser un peu plus loin les exigences sur les organismes de formation, avec une notion de labellisation, mais qui sera l'héritière directe du Datadoc. Alors, voilà, le stress, le burn-out, le harcèlement, la discrimination, les agressions, les insultes, l'addiction, l'épuisement, bref, tout un tas de mots, la dépression, pour ne pas parler du pire, le suicide. Tout ça, ça représente pour des milliers de gens beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Il en coûte à la performance des entreprises. Il en coûte aussi 60 milliards par an à l'État. 60 milliards, c'est 3% du PIB. Ce n'est pas rien. Et tout ça à cause du travail, en raison soit d'organisations ineptes, soit de situations délétères, soit d'individus malsains. Alors, comment y voir plus clair et qu'est-ce qui se cache finalement derrière tous ces mots et comment tout ça, ça se traduit dans l'entreprise. Voilà. Que peut faire, que doit faire le management pour prévenir ce qui est un véritable fléau et pour y remédier. Alors aujourd'hui, on aborde cette question donc assez douloureuse du stress et des risques psychosociaux. C'est un sujet éminemment complexe, vous vous en doutez bien, et il serait très présomptueux de vouloir en faire le tour en quelques minutes. Donc ce matin, on va juste se focaliser sur quelques notions. En premier, on va revoir quelques définitions parce que tous les mots qui sont affichés là n'ont pas la même signification. On abordera ensuite quelques mécanismes physiologiques du stress avant d'en venir à quelques considérations, non pas, comme je le disais, sur la façon de gérer le stress, mais plutôt sur la manière de l'éviter et de prévenir qui s'installe, ainsi que les autres risques psychosociaux. Alors déjà, qu'est-ce que le stress Au terme de l'accord national interprofessionnel, donc l'ANI de 2008, le stress a une définition. C'est celle que vous voyez à l'écran là. C'est défini comme étant, vous le voyez, un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement
et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc, vous voyez, un décalage entre deux perceptions donc éminemment subjectives. Hein. Alors, cette perception de déséquilibre, elle peut trouver son origine dans différentes situations qui elles-mêmes peuvent se caractériser ou s'exprimer selon différents paramètres. En premier, on peut voir une différenciation entre la perception des objectifs et la perception des moyens. C'est la définition de l'ANI. Donc l'individu a des objectifs à atteindre et puis il estime, à tort ou à raison, qu'il n'a pas les moyens de les atteindre, alors qu'il s'agisse d'outils, de ressources financières, de compétences ou de temps, par exemple. On a tous éprouvé un jour ce sentiment d'avoir un grand nombre de tâches à réaliser dans une semaine et la crainte de ne pas y parvenir faute de temps, ou bien de ne pas savoir comment s'y prendre. C'est une première manifestation de stress. Elle va générer de l'inconfort chez celle ou chez celui qui l'éprouve. Alors, on parle parfois aussi d'écart entre le travail tel qu'il est prescrit par un mode opératoire, par des instructions venant d'un supérieur, et le travail tel qu'il est réalisé en fonction des moyens disponibles. Par exemple, un mécanicien à qui un patron peu scrupuleux va demander de faire au plus vite en négligeant tel ou tel contrôle, ou bien phénomène fréquent dans le monde hospitalier, une aide-soignante qui soit contrainte de ne passer que 10 minutes avec un malade parce que le process dit 10 minutes, alors que tel malade aurait besoin qu'on s'occupe bien plus de lui, et puis que tel autre, on peut peut-être y passer moins que 10 minutes. Voilà. Nous voilà en présence d'une deuxième manifestation de stress qui peut engendrer de la souffrance chez l'individu qui constate qu'il n'est pas en mesure de faire correctement le travail à ses yeux. Cette notion du travail bien fait, tel que l'imaginent les praticiens par opposition au travail prescrit. Pardon. Et puis enfin, troisième façon un peu plus scientifique, je dirais, de caractériser le stress, qui est connu sous le nom du modèle de Karasek, qui consiste à évaluer la demande psychologique d'un travail et à la mettre en relation avec l'autonomie, les marges de manœuvre dont on dispose pour réaliser ce travail, et nuancé également par le soutien social, donc soutien des pairs ou de la hiérarchie dont on bénéficie. En anglais, on parle de job strain. Voilà. Et la demande psychologique, en fait, c'est l'ensemble des exigences professionnelles que sont la charge de travail, son intensité, le temps disponible, les interruptions, etc., etc. Et l'autonomie, ou alors qu'on appelle aussi la latitude décisionnelle dont dispose le salarié, ça désigne en fait la possibilité de contrôle qu'un individu peut exercer sur son travail. Ça nous ramène un peu à la notion de travail réel qu'on évoquait à l'instant. Voilà. Alors, ça recouvre l'autonomie proprement dite, l'organisation des tâches, la participation aux décisions aussi, et puis l'utilisation de ses compétences, la possibilité de proposer des variantes, par exemple. En d'autres termes, cette dimension, ça concerne les possibilités d'intervention, de contrôle et de décision que le salarié peut avoir sur ses contraintes professionnelles. Voilà. Donc, trois notions qui, ma foi, si elles s'expriment en termes différents, décrivent une même réalité, un même écart susceptible de causer des dommages à l'individu. Voilà. Le stress, c'est donc un mécanisme de défense de notre organisme destiné à lutter contre ces écarts et contre les agressions qui en résultent ou qui on ressent, et à préparer l'individu à affronter des situations nouvelles. Donc c'est une réaction, on va dire, d'adaptation à cet environnement afin de maintenir notre équilibre interne. Puis ensuite, c'est lorsque ces circonstances dérangeantes se multiplient que le stress devient chronique et affecte considérablement l'être humain. On y reviendra. C'est là, par exemple, qu'il convient de différencier le stress de la notion de harcèlement, qui peut en être une cause. Harcèlement, qui lui aussi, d'ailleurs, a une définition légale, définie au terme d'un article du Code du travail et d'ailleurs d'un article du Code pénal. Donc là aussi, tous les mots ont leur importance. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés, etc., de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel. Voilà, donc c'est la répétition de faits dérangeants qui constituent le harcèlement, que seul le juge d'ailleurs est habilité à qualifier comme harcèlement, et qui peut être puni de 2 ans d'emprisonnement ou de 30 000 € d'amende. Donc, c'est pas rien, nanti d'un licenciement pour faute grave. Donc, un salarié ou un manager harceleur peut ainsi se faire licencier sans indemnité de licenciement, sans préavis. Et d'autre part, la société, en la personne de son représentant légal, peut être poursuivie en justice, au civil voire au pénal. Et donc la responsabilité personnelle de la personne physique auteur d'actes intentionnels de harcèlement est également engagée. Je vous renvoie
à un procès relatif à une funeste époque d'il y a une dizaine d'années qui défraie la chronique actuellement. Voilà, je ne parle pas de Levallois-Perret, je parle de France Télécom, vous l'aviez deviné. Alors pour résumer, le stress, ça provient donc d'un écart entre ce qu'on estime avoir à faire et ce que notre environnement nous propose ou nous impose pour y parvenir. Alors, d'où proviennent ces écarts? Bon, ils peuvent provenir de la conjonction de multiples facteurs, des facteurs personnels, des facteurs émotionnels, des facteurs contextuels, et puis des situations données. Alors, qui peuvent être dus à une organisation, à ses procédures, aux moyens dont on dispose, ou pas, on l'a dit, ou bien encore au comportement toxique de quelques individus. Voilà. Et cela d'autant plus que ces causes externes peuvent se combiner à des facteurs internes dus à une situation familiale ou personnelle difficile, liés également au niveau d'exigence que chacun porte sur lui-même, à la manière dont chacun encaisse ou relativise ce qu'il estime avoir à faire en fonction des moyens dont il dispose. Voilà. L'isolation, une ambiance délétère peuvent être aussi des facteurs de stress. Et donc ce stress, il se manifeste en réaction à une émotion, un déclencheur, on va le voir, la peur, en l'occurrence la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, ou bien pire, la peur de perdre son emploi, et qui peuvent être aussi le résultat du doute ou de la colère, quand on constate une situation compliquée ou un comportement hors limite d'un interlocuteur. Pardon. Alors ces mécanismes, ils ont été décrits au siècle dernier par un endocrinologue autrichien qui s'appelle Hans Selye et qui le premier a mis en évidence ces mécanismes. Alors ces mécanismes, quels sont-ils? Ils se décomposent en trois phases, on va les balayer rapidement. Suite à la présence ou à la manifestation de ce qu'on va appeler un agent déclencheur, une situation, une remarque, bref, telle qu'on a évoqué à l'instant. Première phase, on va l'appeler la phase d'alarme. Le système nerveux est soumis donc à cet agent déclencheur et ça provoque en réaction, pour rééquilibrer le système, je dirais, la libération de neurotransmetteurs, adrénaline ou noradrénaline, qui a pour but de nous préparer à gérer au mieux et au plus vite la situation. En gros, à résister, à s'enfuir ou à se battre. Et ça, on sait tous ce que c'est qu'une poussée d'adrénaline. Ça augmente la fréquence cardiaque, ça augmente la pression artérielle, il y a une tension musculaire qui se crée. C'est une réaction connue de nous tous face à un danger potentiel. Ça peut être un véhicule qui freine devant vous subitement ou votre chef qui vous parle de façon inappropriée. Et une fois la menace écartée, les systèmes de régulation interne de l'individu entrent en jeu, justement, sous l'effet de l'adrénaline, et permettent ainsi, assez rapidement, un retour à l'équilibre, ce qui fait que tout rentre dans l'ordre au bout de quelques minutes. Bon. Le problème, c'est quand ces situations d'exposition au stress se prolongent ou se répètent. C'est là que l'organisme entre dans une deuxième phase, qu'on appelle phase de résistance, et c'est là que le stress peut devenir nuisible, parce que au cours de cette phase de résistance, c'est le système hormonal qui prend le relais, avec entre autres la sécrétion de cortisol, connu sous le nom d'hormone du stress. Alors la durée de cette phase là aussi est fonction de l'intensité, de la durée d'exposition à l'agent stressant et des capacités de l'adaptation de l'individu. Parce que cette libération de cortisol, elle s'exprime au travers de différents symptômes qui eux durent, d'anxiété, d'angoisse, de tension, d'hypervigilance, de douleur dans les reins, d'ailleurs, puisqu'elle est libérée par les glandes surrénales, et sa sécrétion abusive finit par causer différentes pathologies d'hypertension, d'ostéoporose, de diabète, etc. Et d'ailleurs, ce serait une des causes d'un embonpoint abdominal, notamment chez les hommes. Ne me remerciez pas, messieurs, on trouve là une cause incertaine de nos dérives. Bon, mais si ce stress persiste plusieurs mois, on va parler de stress répété ou de stress chronique. Et c'est là qu'arrive la troisième phase, parce qu'à un moment, l'organisme ne peut plus faire face, donc ça entraîne une dépense énergétique phénoménale et durable pour que l'individu soit dans un état de survie, jusqu'au moment où il ne peut plus et où c'est la phase d'épuisement. Donc, d'un côté, l'organisme ne peut plus répondre de façon adaptée,
la production des hormones diminue ainsi que la résistance physique, puis de l'autre apparaissent des pathologies encore plus graves, hein, des maladies cardiovasculaires, dont le tristement célèbre Karoshi, hein, ce malaise cardiaque qui tue brutalement des milliers de Japonais tous les ans. C'est là qu'apparaissent des addictions, des troubles dans la vie personnelle, des dépressions, qui peuvent aller jusqu'à un épuisement total, et le fait qu'on n'arrive même plus à sortir de chez soi pour aller au bureau, ou bien qu'on n'arrive plus à prendre le métro pour aller au bureau, ou bien qu'arrivé au bureau, on n'arrive plus à pousser la porte et qu'on fait demi-tour. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le burn-out, hein, épuisement professionnel. Voilà. Donc on voit bien déjà que stress, harcèlement, burn-out, c'est pas la même chose. Stress, on va dire, c'est ponctuel. Le harcèlement, c'est quand le stress se multiplie. Le burn-out, c'est quand on est passé par ces trois phases. Hein, donc il y a un lien là qui permet d'aller plus loin et de voir tout ça plus en détail. Alors, comment éviter tout ça et comment prévenir le stress? On le disait tout à l'heure, vu d'un manager ou d'un dirigeant, la meilleure façon d'agir face au stress, c'est d'abord de faire en sorte qu'il ne s'installe pas dans votre organisation. Bon, pour ça, on va mettre l'accent sur quelques bonnes pratiques de management. Vous veillerez à vérifier qu'elles sont en place dans votre organisation ou bien qu'elles y seront prochainement. Alors ces pratiques, elles vont s'appuyer sur 4 rôles clés du manager qui sont explicités dans un modèle qu'on a appelé MOCA, avec un M pour mener, c'est-à-dire qu'on demande au manager de donner du sens, d'indiquer une vision de là où on va, mais aussi de décider, de faire preuve d'autorité, d'exemplarité. Et donc, on le disait, surtout en matière de prévention du stress, expliquer vers quoi on va afin de réduire les doutes chez les individus. C'est la dimension leader du manager. Ensuite, deuxième exigence, le O pour organiser. Organiser, ça veut dire focaliser, déléguer, piloter l'activité, assurer la cohérence de tout ça. Cette cohérence, c'est elle qui va réduire l'écart, par exemple, entre la perception des objectifs et la perception des moyens, en exprimant des exigences claires, atteignables, en se rendant disponible, en s'assurant que les collaborateurs ont bien des compétences qu'on soupçonne ou qu'on estime qu'ils ont avant de leur confier une tâche. Bref, tout ça, ça va sécuriser chacun dans la façon de faire son travail, ça va lui éviter de stresser. Le C, c'est pour communiquer. Là, on est plus sur des talents d'animateur du manager. Donc, en transmission, mettant information et valeur aussi qui anime l'entreprise, en faisant preuve d'écoute, de bienveillance, on y reviendra, en faisant vivre une dynamique collective, en agissant donc en animateur, en privilégiant la courtoisie, la bienveillance, etc. Cette notion de courtoisie, c'est important. Vous la retrouverez sur la charte de courtoisie au travail, par exemple, qui se trouve sur notre site web. Et puisqu'on parle de ça, en tout état de cause, et même si je vous le concède volontiers, parfois c'est difficile dans le feu de l'action, il s'agira de bannir toute humiliation publique, toute mise à l'écart des circuits usuels de fonctionnement ou toute autre pratique de management dite pathogène. Moi, quand j'entends un dirigeant dire ah ouais, je vais lui envoyer une belle casquette lors de la prochaine réunion de comité de pilotage, ça va lui mettre un stress positif, eh bien c'est une double erreur. Parce qu'une humiliation publique, ça n'apporte rien, et le stress positif, ça n'existe pas. Des techniques intelligentes de motivation, ça existe, mais du stress positif, ça n'existe pas. Bref, toutes ces techniques de management pathogène, elles ont été parfaitement décrites par une psychologue qui s'appelle Marie Peset, et vous pouvez en prendre connaissance pour mieux les combattre, bien évidemment, sur son site web qui porte le nom terrible de souffranceettravail.com. Voilà. Et enfin, le A, c'est pour accompagner, c'est-à-dire responsabiliser, prodiguer de l'attention, de la reconnaissance, mais aussi piloter la montée en compétences, surtout en phase de transformation. Se préoccuper des plans de charge, des difficultés de chacun, de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ça, c'est une grosse source de stress également, le respect du droit à la déconnexion. Voilà. Donc, top priorité dans tout ça, il s'agit de mettre en place ce management qu'on appelle équitable, qui traite donc à parité la performance d'une entité, ça c'est non négociable, mais tout autant pas négociable est l'épanouissement des individus. À savoir que c'est bien le fait que les individus se sentent bien dans leur entité qui fait qu'ils vont délivrer une performance enviable et durable. Voilà. Et donc dont est toute pratique de management pathogène. Alors cela dit, on est bien conscient que ces pratiques de courtoisie et de management équitable ne sont pas encore en vigueur dans toutes les entreprises, qu'il existe encore des organisations pathogènes et aussi des managers toxiques, et donc du stress à gérer au niveau individuel. On y reviendra ultérieurement.
Mais si ce stress est dû à des agents ou à des personnes extérieures, le traitement sera différent. Bref. Quoi qu'il en soit, je le disais, au risque de vous choquer, il n'y a pas de bon stress. Hein. Créer des tensions dans une équipe, y installer un climat anxiogène en pensant que ça va mobiliser les troupes et créer de la motivation, comment dire, c'est un terrible aveu de faiblesse et d'incompétence, c'est la négation même du management. Donc, de tout cela, il ressort que le management, c'est un levier essentiel dans la prévention du stress. C'est, à notre sens, un levier interne majeur. Alors certes, la conjoncture économique, le contexte socio-politique ambiant pouvant également en être la cause, mais c'est une autre histoire. Alors petite parenthèse sur le plan légal, vous le savez sans doute, la prévention du stress, ça s'inscrit dans une démarche complète qui commence par une prise de conscience des facteurs de stress ou des situations potentiellement constitutives de harcèlement. S'ensuit une mise à jour d'un document qu'on appelle document unique d'évaluation des risques, DUER, alias document unique. C'est ce qui permet à la direction générale et aux partenaires sociaux de s'accorder sur la nature des risques encourus, qu'ils soient physiques ou psychosociaux d'ailleurs, et sur les différentes mesures à prendre. Alors, ces pratiques préventives du stress et des risques psychosociaux, on va les retrouver dans plusieurs points de la charte du management équitable. Cette charte, c'est un document qu'on a publié il y a une dizaine d'années, afin d'aider les managers à y voir clair dans un environnement changeant qui est le nôtre, et afin de les aider à bien comprendre finalement en quoi ça consiste au XXIe siècle d'être manager. On n'est plus sur le manager garde-chourme du XIXe siècle, on est sur un manager accompagnateur, et vous savez comme moi que la génération montante, les Y, voire les milléniums, sont extrêmement sensibles à ça. Voilà. Alors ces sujets, on y a travaillé chez pas mal de nos clients dans tous les secteurs. Industriel, bancaire, distribution, services, ou dans le numérique ou dans le public, les contextes et les problèmes de management sont à peu près les mêmes. Voilà, finalement, très modestement, c'est à ça qu'on sert chez ACDE. Faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur travail, parce que, entre autres, le management est à la hauteur. On ne vient pas au travail pour y souffrir, on ne vient pas au travail pour y laisser sa santé, ou pire. On vient au travail pour vivre également, comment dire, de bons moments en bonne compagnie et pour travailler sur des projets intéressants. Alors, pas mal de nos parcours de formation traitent de ces pratiques préventives, notamment notre cursus manager d'équipe, manager de proximité, qui se décompose en 8 parcours. On ne va pas tous les lister, là vous les avez sous les yeux, mais par exemple dans le premier parcours, on part de la confiance que doit instiller le manager dans ses troupes. Dans le troisième parcours, on parle beaucoup du manque de repères et de la nécessité justement de donner des repères aux collaborateurs. Dans le cinquième, on parle des pratiques d'encadrement individuel, de mise en confiance du collaborateur, de reconnaissance. Dans le septième, on parle des pratiques d'autorité et justement de la façon de recadrer sans humilier. Et puis dans le huitième, on revient sur ces questions de stress et un peu plus en détail d'ailleurs sur les aspects légaux liés à la prévention du stress et aux sanctions qui sont en accord. Voilà. Vous pouvez voir tout ça en détail sur la plateforme acde-academy.fr. Bien évidemment, on sera ravis de vous retrouver ultérieurement pour vous en parler. Et alors en prévention à ça, on a mis au point une formation dédiée de 3 jours, donc une œuvre conjointe de trois entités, un psychosociologue d'entreprise qui a aussi des compétences en matière de théâtre et qui nous aide à animer une journée sur les mécanismes de formation du stress. Une deuxième journée où un avocat intervient sur les aspects juridiques et où je conclus sur les pratiques de management à mettre en place. Et puis une troisième journée qui est consacrée, éventuellement dans le cadre de l'évolution du DU d'ailleurs, à la mise en place de premières pratiques de management. L'objectif de tout ça, c'est de comprendre beaucoup plus en détail que ce qu'on a vu ce matin, là, les mécanismes de formation du stress, de repérer les comportements générateurs de stress chez soi comme chez les autres, et puis de faire la part des choses entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, finalement. Voilà. Et donc cette formation, comme toute démarche, formation management, ça se travaille à l'échelon systémique, selon des contextes, des protocoles, je dirais, qui sont propres au contexte, à la culture de l'entreprise, bien sûr. C'est pourquoi on a un schéma d'intervention très progressif, qui souvent part d'un diagnostic, se prolonge par une ingénierie participative qui permet aussi de voir à quel rythme
hein, l'entreprise cliente peut évoluer. Bon, un dirigeant qui vous demande une formation, il est toujours pressé. Ma foi, il faut arriver à lui expliquer que effectivement, tout ne se fait pas en quelques semaines, hein, même sur des sujets rodés comme celui-ci. Puis ensuite, les formations, elles peuvent se dérouler en ligne ou en présentiel. Hein. Bon, on a une forte expérience en la matière. On a pas mal réfléchi ces dernières années. Puisqu'on parle de remettre de l'humain dans le management. Alors remettre de l'humain dans le management, ça se fait pas en demandant aux gens de rester cloués derrière leur PC en déroulant des tutos sur YouTube. Hein, vous êtes d'accord avec moi qu'il va manquer une petite dimension humaine. Donc on essaye de mixer hein, les deux avec une partie en ligne qui permet de balayer certains aspects théoriques et puis des ateliers qui peuvent être sous forme de classe virtuelle mais aussi en présentiel qui permettent des retours d'expérience entre participants, hein, c'est ce que les gens affectionnent en général, des mises en pratique, des jeux de rôle, voilà, tout ça visant à un ancrage progressif, hein, des pratiques de formation. Bon, le e-learning, ça a ça d'avantageux que ça permet à chacun de se former à son rythme, selon ses disponibilités, et puis ça permet à l'entreprise quand même de réaliser pas mal d'économies, hein, de 25 à 50% selon la part de présentiel. Voilà. Bon, chez nous, c'est ça, vous avez le choix, formation traditionnelle en présentiel ou bien en blended. Voilà, on approche de midi et de la conclusion. Je m'en voudrais de ne pas vous parler de certaines institutions, que ce soit l'ANACT ou l'INRS, là, qui publient des documents vraiment intéressants en la matière, notamment ce petit livret là, que chacun peut se procurer en PDF sur le site de l'INRS. Ou bien qui peut vous être envoyé hein, par la poste, c'est gratuit si vous en faites la demande. Voilà. On va vous conseiller, hein, pour conclure, pour prévenir le stress, de mettre en place justement ces pratiques de management équitable, hein, basées sur la confiance et la bienveillance. Donc vous voyez, là on a résumé les 9 conseils donnés par l'INRS sur la charge de travail, sur l'autonomie, sur le soutien à la reconnaissance, les repères, l'autorité, hein, agir rapidement face aux agressions, la communication, les pratiques à bannir. Bref, c'est tout ça qui permet de faire vivre un management équitable, hein, finalement. Les pratiques du management équitable répondent parfaitement à ces exigences. Voilà, en résumé, donc bon, 15 années d'expérience et de recul hein, dans l'accompagnement des managers, plus de 2000 managers formés, on revendique une certaine expertise hein, en intervention auprès des managers. Alors je le disais, dans des sociétés de toute taille. Hein. Je vois parmi la liste des participants que nous intervenons d'ailleurs chez certains d'entre vous. Et je vous remercie d'être là. Nous, notre façon de faire, c'est d'impliquer le management à tous les niveaux, hein, afin de permettre une réelle mise en œuvre progressive, hein, un ancrage dans le temps de ces nouvelles façons de manager, entre autres pour qu'il y ait moins de stress, hein, et au risque de me répéter, expliquer vers quoi on va afin de réduire les doutes, sécuriser chacun dans la façon de faire son travail, s'assurer que les collaborateurs disposent des compétences et des outils nécessaires avant de leur confier une tâche, se préoccuper des plans de charge, des difficultés de chacun, des questions de déconnexion, de trucs comme ça, et bien évidemment, parler aux gens correctement, dire bonjour le matin, privilégier la courtoisie, la confiance, la bienveillance. Bon, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire vivre un management à la hauteur, voilà, un management équitable. Voilà, on en reste ici hein, pour aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Alors, je vois une question. Votre programme de formation est-il standard ou peut-il être adapté à l'entreprise cliente? Alors oui, effectivement, je l'ai pas précisé tout à l'heure. Le programme que j'ai montré là, c'est une ossature, donc il peut être vu tel quel en e-learning, mais il peut bien évidemment être adapté dans ses contenus, dans l'espace, dans le temps, au contexte de l'entreprise. Il l'est d'ailleurs toujours un peu, ne serait-ce que par les sujets que nous traitons en atelier. Hein. Donc oui, tout à fait, on peut panacher, on peut rajouter, par exemple, on nous demande parfois de rajouter un chapitre sur les procédures RH maison, notamment en matière de sanctions ou de dispositifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des dispositifs de traitement du stress qui permettent à un individu de faire part de ses problèmes à une tierce personne et qu'on fasse en sorte que l'agent stresseur soit écarté rapidement ou que l'individu soit mis dans un autre environnement, dans une autre équipe.
Voilà, donc oui, on peut customiser. Très bien, bah, écoutez, on vous remercie pour votre participation ce matin. On va se quitter ici avec toujours comme regret le fait qu'on puisse pas boire un coup ensemble à la fin de ce webinaire. Peut-être qu'un jour la technologie nous le permettra. Voilà. En attendant ce jour, ben, je vous remercie encore pour votre participation ce matin. Je vous rappelle que aussi, au-delà de nos prestations, notre ambition, c'est de faire vivre une communauté dédiée au management, un forum que vous allez retrouver sur LinkedIn, dont on vous communiquera les coordonnées cet après-midi, et qui permet à chacun de prolonger les échanges, de faire part de ses questions, de ses retours d'expérience, voire de nous solliciter ponctuellement. Si vous avez une question, vous nous la posez, on y répondra. On vous enverra pas tout de suite une facture. Voilà. Merci donc. Bonne fin de journée et à bientôt sur notre académie en ligne ACDE. Au revoir.